Je t'aime, moi non plus. Tel est aujourd'hui les rapports entre le gouvernement et les gouvernants. La population et le gouvernement ont un désamour aujourd'hui qui ne se cache plus. Le gouvernement communique, me semble-t-il, en vain. La population ne semble pas avoir le même langage et la même vision que les dirigeants. Alors ce soir, je reçois sur ce plateau Guy Benoît de Victor, Alphonse Ndongo, Blanc-Constant Ibarapéa, il est docteur, il enseigne à l'université Maringouabi, et puis un acteur de la société civile que vous connaissez bien, Franck Ndila, pour débattre de ce sujet, comprendre de fond en comble qu'est-ce qui creuse aujourd'hui le fossé entre le gouvernement et la population. Merci à vous qui nous suivez sur Téléca. Bonsoir, restez branchés, partagez le contenu, taguez les autres, invitez les autres à suivre ce débat. Merci, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour aborder ce sujet. Est-ce que dire aujourd'hui qu'il y a un désamour total entre le gouvernement et la population, est-ce une affirmation gratuite? Blanc-Constant Ibarapéa. Merci de m'avoir associé à cette émission. J'en profite pour saluer des millions de téléspectateurs, y compris mes co-panélistes Alphonse Ndongo, Guy Benoît de Victor et surtout Franck Ndela que je retrouve après un long moment de silence. Alors, la question est de savoir si parler de désamour est un abus de langage. Je suis tenté au regard de mes observations, au regard de l'actualité, au regard du comportement des Congolais, je suis tenté de répondre par l'affirmatif. Il y a un désamour profond, d'ailleurs même, entre les gouvernants et les gouvernés. Et les gouvernés, donc, qui reprochent un certain nombre de griefs aux gouvernants, c'est-à-dire certaines exigences de base qui ne sont pas satisfaites de la part des gouvernants, ce qui me semble être un élément déterminant de ce désamour. Parce que lorsque vous êtes dans une communauté comme la nôtre, où les populations cumulent des manques au niveau social, au niveau économique, et ça fait en sorte que, à un certain moment, le discours du gouvernant à l'endroit du gouverné reste creux, et qu'il y a donc cette méfiance, et on cesse de croire parce que on ne peut pas croire sans avoir vu. Même à l'église, à un certain moment, on s'interroge, puisque pour croire à un passé, il faut voir les miracles. Ici, dans une église, il n'y a pas de miracle. Vous voyez que les fidèles sont tentés de prendre le recul. Et pour ce qui concerne le Congo, exactement, les populations qui traversent des moments extrêmement difficiles, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, et l'insécurité qui sévit dans toutes les parties de la République, ça peut vraiment dire qu'il y a une méfiance, il y a un désamour entre le peuple et ses gouvernants. Est-ce que Alphonse Ndongo fait le même constat? Est-ce que quand nous le disons ici, puisque nous sommes même dans l'affirmatif, est-ce que quand nous disons qu'il y a un désamour aujourd'hui entre le gouvernement et les gouvernés, donc cette crise de confiance, est-ce que vous le constatez aussi? Oui, évidemment, hein, pour embrayer sur ce qu'a dit Constant Ibarapéa, nous constatons un désamour, sinon des espèces de schismes entre les gouvernés et les gouvernants. C'est un peu étonnant parce que c'est un schisme qui prend des proportions assez inquiétantes. Si on fait un flashback dans le passé politique du Congo, prenons le cas, n'est-ce pas, de l'époque du monopartisme d'État. Et je voudrais surtout m'appuyer sur le passage du président de la République, notamment à partir du 5 février 1979, la période qu'on appelle Sassou I. Il n'y avait pas autant de désamour. Il y avait une espèce de symbiose entre le peuple et ses gouvernants. Parce que là, il y avait un parti, État, qui essayait d'agir sur le social, et on ne voyait pas que ceux qui sont à la manœuvre vivent dans une espèce d'opulence comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, il y avait quand même là, on peut dire, une espèce de nivellement au niveau social.
Et puis, si on arrive à la période qu'on peut qualifier de la période de la transition sous Milongo, c'est un peu la continuité. Vous voyez, les animateurs politiques de l'époque, André Milongo avec son gouvernement et les populations, il y a eu même, alors je peux dire, s'il y avait déjà un fossé qui s'est creusé sous Sassou 1, mais il y a encore eu plus de confiance des gouvernés à l'égard des gouvernants. Et quand on arrive sous le régime de Pascal Lissouba, je pense que c'est à partir de là qu'on a vraiment constaté ce schisme au niveau politique national, avec d'un côté ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les mouvanciers, voilà, comme on les appelait à l'époque, et évidemment l'UPADES avec sa bureaucratie, sa façon de voir les choses, avec des gens qui avaient un peu des langages en disant c'est à nous maintenant le pouvoir, c'est à nous les belles femmes, c'est à nous les belles voitures. Ça a créé aussi là un schisme, ajouté à ça les ingrédients politiques qui ont évidemment conduit à la guerre du 5 juin. Mais alors, lorsque le président Sassou revient, reconnaissons-le, là, il y a encore comme un resserrement entre les gouvernés et les gouvernants, c'est-à-dire le gouvernement, je crois, de salut public, c'est comme ça que ça devait s'appeler, le premier gouvernement post-conflit de 1997-98, c'est un gouvernement où vous sentez que le président lui-même de la République, Denis Sassou Nguesso, tient un langage en disant que les populations, enfin les gouvernants doivent être proches des préoccupations du peuple. Et je pense que tout le monde était encore dans une situation d'assèchement financier. On pouvait facilement rencontrer un ministre. Si ce n'est pas quelqu'un qui lui louait sa vieille voiture qui n'a pas pu être pillée, il y avait quand même, il faut le reconnaître, une certaine connivence entre les gouvernés et les gouvernants. Mais alors, c'est depuis qu'il y a eu un peu le boom pétrolier qui est arrivé avec l'augmentation de la production de pétrole, le relèvement des cours sur le marché international, il y a eu des écarts qui ont commencé à se, n'est-ce pas, se creuser. Vous voyez des gens qui ne sortent de nulle part et qui ont un train de vie ostentatoire et qui achètent à tout instant ou alors tout de go des grandes maisons dans des quartiers reconnus à 200 millions et ainsi de suite. Les gens sont au courant, les populations sont au courant de cela. Mais seulement, il n'y avait pas encore le désamour qu'on enregistre aujourd'hui parce que quand même ce boom pétrolier a pu faire qu'on fasse un saut qualitatif et quantitatif sur le plan infrastructurel. Donc, les gens avaient leur salaire, les pensionnés avaient leur pension et on sentait aussi que les bourses étaient payées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on a l'impression que les gouvernants ne sont pas proches des préoccupations du peuple, comme vient de le dire Constant Ebarapeya, les problèmes d'eau, d'électricité, de paiement, n'est-ce pas, à date issue des pensions et même des budgets de transfert. Tout cela crée une misère qui est là lorsqu'on sait très bien que dans notre pays, enfin pour un pays comme le Congo, c'est vraiment la bureaucratie politique qui contrôle le système. Et ça fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec ces écarts et des ministres qu'on ne voit pas facilement être proches des populations. Ça fait qu'un ministre aujourd'hui, quand il parle, pratiquement, beaucoup de gens ne lui accordent pas du crédit. Voilà, on va rentrer dans ces détails-là tout à l'heure. Je viens à vous, monsieur de la société civile, Franck Ndila Malembe. Voilà, vous avez suivi Blanc Constant Ebarapeya, le docteur Blanc Constant Ebarapeya. Vous avez suivi le journaliste financier économique qui nous a retracé quand même les sources de ce désamour. Et où est-ce que vous vous placez en ce moment entre les deux? Que dites-vous? Et pour moi qui suis de la société civile, il est important déjà de dire que le mot désamour est un abus de langage. Parce que est-ce qu'il y a déjà eu un amour entre les populations congolaises et les politiques congolais? Et lorsque je dis politique congolais, je mets l'ensemble de la classe politique dans le même bateau. Je ne spécifie pas un gouvernement, un parti politique particulier, mais pour l'instant, je parle des généralités et je parle bien de l'ensemble de la classe politique. Donc je pense que déjà le mot désamour est un abus de langage. La relation qui lie le peuple et son gouvernement a toujours été une relation d'intérêt.
Et lorsqu'on parle d'une relation d'intérêt, c'est une relation qui vise à apporter des résultats. Le peuple n'attend qu'une seule chose de ses gouvernants, ce sont avant tout des résultats. Et à ce moment, lorsqu'on comprend la relation d'intérêt qu'il y a entre la société civile, c'est-à-dire le peuple congolais et ses gouvernants, l'objectif c'est que cette population donne un mandat à un politique ou à des politiques pour qu'ils puissent mettre en place un certain nombre d'œuvres, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a jamais eu d'amour, je ne pense pas, au vu des résultats que nous avons. Monsieur Constant Ebara l'a dit tout à l'heure, l'eau, l'électricité, parce que ce sont les basiques que nous avons tous. Mais après, si on peut rentrer dans des chiffres qui sont des chiffres un peu plus graves pour notre pays, et je ne vous donnerai pas aujourd'hui un chiffre économique ni un chiffre social, un chiffre de sociologie. Je vais vous donner un chiffre qui fait mal, qui montre combien de fois le peuple congolais est en total désintérêt aujourd'hui de ce que font les politiques de notre pays. Je vous parlerai du chiffre de 6-0. Vous êtes habitué... Oui, le chiffre de 6-0 est un chiffre, je pense, qui montre combien de fois les résultats que aujourd'hui... les résultats qui nous sont donnés aujourd'hui par nos politiques sont scandaleux dans tous les domaines. Et moi, je parle de ce chiffre 6-0 qui montre bien dans le domaine du sport, qui est, je pense, symptomatique. Vous nous rappelez la rencontre Congo-Maroc. Oui, non, parce qu'on a pour habitude de donner parfois des chiffres qui sont des chiffres économiques, qui sont des chiffres flous, mais on montre combien de fois nous devons juger les politiques à leurs résultats, l'ensemble de la classe politique à ses résultats. Et aujourd'hui, le chiffre de 6-0 nous montre combien de fois les politiques de notre pays ou la politique de notre gouvernement est en faillite totale et aujourd'hui n'arrive plus à offrir au peuple congolais un minimum d'espoir. Ce peuple a perdu espoir. Ce n'est pas que sur les questions d'électricité qu'on nous a fait comprendre que ce sont des questions très compliquées, mais même sur les questions très basiques comme le sport, où le football aurait pu permettre à ce peuple de donner un minimum d'espoir. Nous n'arrivons pas à gérer l'éducation, nous n'arrivons pas à gérer la santé, nous n'arrivons pas à gérer l'eau et l'électricité, mais un tant soit peu quand même le sport aurait pu offrir à ce peuple un minimum d'espoir. Donc, je continue de le dire, le mot amour, c'est un abus de langage, il ne faut pas qu'on l'utilise. Il n'y a qu'une relation d'intérêt entre le peuple et ses gouvernants. Le mandat leur est donné et leur a été donné pour offrir le minimum à ce peuple-là. Et malheureusement, l'ensemble de la classe politique, aujourd'hui, si on doit faire un ratio, c'est, je dirais, 80% le gouvernement congolais actuel, donc notamment le PCT, et on va dire, 30% l'opposition congolaise qui aujourd'hui n'a jamais su faire preuve d'alternatives concrètes pour notre peuple. Voilà. Je voudrais quand même à toute fin utile, on ne va pas laisser passer ça comme ça. Franck a raison, certainement de le dire, mais aussi, je sais qu'il est plus jeune que nous. Ça ne veut pas dire que le fait d'être jeune, c'est une injure, bien au contraire. Mais il faut reconnaître quand même, Franck, que sous le monopartisme d'État, remontons même à l'époque de Mariam Ngouabi, il y avait une certaine symbiose. On sentait que les populations étaient proches de leur gouvernants, dont on peut parler d'amour, et même sous Sassou 1. D'ailleurs, à un moment donné, dans ce pays, il y avait plein de gens qui voulaient s'identifier à Sassou par sa coiffe et à certains hommes politiques qui étaient connus, qui étaient des grands orateurs. Donc, il y avait une certaine symbiose, un certain amour. Ça, il faut le reconnaître. Je sais que vous n'avez pas pratiqué cette bonne époque, mais c'est à toute fin utile que je voulais quand même vous le rappeler. Voilà. Je vais ajouter, en quelques secondes, M. Guimel me permettez, mon frère, vous devez savoir que les rapports entre gouvernants et les gouvernés sont des rapports qui sont à la fois fluctuants et séquentiels. Et on peut bien parler du désamour, parce qu'il y a eu des moments où le peuple a témoigné son amour au gouvernement. Je prends un exemple simple. Et c'est là souvent lorsqu'on sort d'une période, d'une conjoncture de crise. Je prends un exemple simple. Lorsque le président Sassou remplace le président Yombi Opango, on a vu comment, d'ailleurs, les gens ont appelé le président Sassou Mokitanu Mariam Ngouabi.
on s'est identifié à Mohamed Gobidaya qui est resté populaire jusqu'à aujourd'hui. Kitano, le successeur. Le successeur, non, pas de successeur. Pas de successeur. L'exemple, oui, mais ça va le pas dauphin. Oui, mais ça, il faut ça. Le remplaçant valable, c'est ça? Il y a une dose de légitimité en fait. Ouais. C'est-à-dire l'héritier. Voilà, l'héritier. C'est l'héritier. Ouais. Le continuateur des œuvres. Il se faisait Mais c'est appeler ça comme aussi, ça. comme ça. Même s'il y a une dose de manipulation, mais on voit qu'il y avait quand même une sincérité. Et nous avons vu comment le président Sassou qui partait à Djambala, qui partait, il a engagé le programme qu'on appelait le désenclavement de l'arrière-pays avec le plan quinquennal des années 80. Et on a vu, là où le président passait, c'était comme ça. Mais cet amour va connaître un déclin dans les années, à la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, y compris la conférence nationale qui arrive. Et l'élection du professeur de Souba était saluée par tous. On a vu comment partout tout le monde s'identifiait au président de Souba. Et cet amour entre le peuple, c'est-à-dire l'amour déchu du président Sassou, qu'on a réorienté vers le président Pascal Souba, va connaître aussi un déclin avec les conflits que nous avons connus, pas de salaire, pas de ceci. Et finalement, tout le monde va se référer au président Sassou. Nous avons eu des grandes figures, par exemple, qui sont revenues vers Sassou, le Gabriel Bokilo, le président Paul Nkaya. On peut les citer André Milongo, d'ailleurs. Mais lorsque le président Sassou revient après la guerre de Sanguinaire, on a vu quand même qu'à chaque sortie du président de la République, surtout, on voyait comment les femmes étalaient des pagnes pour qu'il passe dessus. D'ailleurs même, et le point culminant de cet amour s'est concrétisé lorsque le président Sassou rentre de son exil volontaire en France, qu'on a vu à l'aéroport. Bon, après, la transition dite flexible, parce qu'elle était au départ de 3 ans et on l'a amené à 5 ans, il y a eu le retour des exilés, de Mme Monari, avec le dialogue national sans exclusif, et un nouveau départ, on a vu ça susciter l'espoir. C'est-à-dire les partisans de Monari et des autres qui se sentaient orphelins se sont retrouvés et on a vu les anciens caciques du professeur de Souba intégrer le gouvernement. L'amour était là, mais tout de suite, c'est tombé en désuétude. Et c'est cette situation qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, je prends un exemple simple, vous allez voir, le président Sassou qui en 2002 gagne avec, je crois, 80%, en 2009 gagne avec 80%, mais en 2016, c'est le plus bas score que le président Sassou a réalisé, il gagne avec 67%, 66% l'élection présidentielle. Et vous allez m'affirmer que les chiffres que vous nous donnez... Non, je suis d'accord pour le débat, mais j'aimerais quand même que en réalité, Monsieur Constant... Franck s'intéresse pour savoir est-ce que ces chiffres-là reflétaient réellement la vie. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je prends l'élément de 2016. Je prends l'élément de 2016. Dans un pays, entre guillemets, et je ne fais pas de sarcasme. Nous allons revenir sur cet aspect. Je suis sur le terrain de montrer que... Oui, mais c'est pas c'est pas ces chiffres. Vous voyez avec leurs propres chiffres. Oui, mais Constant, quand vous Victor, je donne la parole à Guy Benoît Victor. Alors, nous sommes encore en train de vouloir comprendre aujourd'hui si réellement, en affirmant qu'il y a un désamour, sinon une crise de confiance, sinon le schisme, comme disait Alphonse Ndongo tout à l'heure, est-ce que vous le constatez, vous, à votre niveau? Est-ce qu'on peut avoir ce langage? Bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci aussi pour la question. Je crois que on ne peut pas se voiler la face. Le mot désamour à sa place, le mot schisme à sa place, parce que il suffit seulement de prêter oreille, vous allez vous rendre compte que dans la population, il y a comme une espèce de rengaine. N'est-ce pas? Il y a une espèce de rengaine. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui gémit. C'est tout le monde qui se plaint. C'est tout le monde qui n'a plus confiance. Vous pouvez regarder quelle est la sphère d'activité dans ce pays qui marche. Donc toutes les composantes de la société nationale se sentent comme désabusées. Nous avons comme signé un contrat. Comment on peut appeler ça? Les gens se sont comme fait avoir par des contrats, un contrat de dupe. Voilà, le mot est là. Et si bien qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui criaient haut et fort, oui, quand Ibarapéa explique qu'il y a eu, oui, il y a eu dans ce pays-là, le moment où le président Sassou et son gouvernement étaient au top. Tout le monde avait confiance. Il y a eu des moments comme ça. On commence par la période du monopartisme. Je vous dis, Franck, dans ce pays-là, il était difficile de trouver un fonctionnaire qui construit,
en un mois 2 maisons à niveau ou acheter des grosses cylindrées sans être interpellé. C'était difficile et on ne trouvait pas. D'ailleurs, toutes les grosses marques ne pouvaient pas entrer au pays parce que la sécurité d'État était derrière pour chercher à savoir Franck Dila gagne combien, comment il a fait pour construire telle maison. Et la preuve, aujourd'hui, vous voyez dans l'attitude du président, c'est difficile de trouver dans la rubrique les noms, on dit comment le président est de construire ici. Parce qu'il a été moulé dans le communisme. Et même ceux qui y croient dur, qui sont devenus, même si on est en démocratie, il y a des gens encore qui sont restés communistes dans le sang. Vous les observez, ils ne s'exhibent pas. Ils ne font pas la démonstration ostentatoire de leur richesse, même s'ils sont riches. C'est l'éducation reçue. C'est cette éducation communiste qu'ils ont reçue, qui savaient très bien que si tu le fais, tout de suite, tu vas être rejeté par la société. Tu vas être rejeté. Et les mots ont leur valeur et ont leur place. Ne pas le croire, ne pas l'accepter, c'est vraiment être omnibulé ou amnésique. Parce que les journalistes que nous sommes, depuis des années, on a commencé à dire ça, à tirer la sonnette et l'alarme pour que le gouvernement, l'exécutif, soit en symbiose avec la population. Mais or, quand on le dit, eux, ils pensent que c'est des discours politiques où nous sommes politisés. Ils ne comprennent pas. Au point où le président de la République lui-même a demandé aux journalistes de critiquer les ministres qui ne font pas bien. Hein? Quand il le dit, c'est qu'il se rend compte lui-même que le virage pris par l'exécutif ou les membres du gouvernement ou tous ceux qui sont au pouvoir, c'était un virage très très dangereux. Et moi je crois, on n'a pas peur des mots, mais c'est vrai. On peut sortir là, allons à l'arrêt de bus, posons la question aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent du gouvernement, vous allez entendre. Vous allez entendre que tout le monde pleurniche, tout le monde écume. Ça ne va pas. Il y a perte de confiance. Perte de confiance. Si et seulement si les élections dans ce pays étaient démocratiques, c'est sûr qu'on va avoir des sanctions, des votes sanctions dans ce pays. Voilà. On va avoir des votes sanctions. Voilà. Donc, pour la petite histoire, pour notre jeune frère, oui, évidemment, non, on n'est pas peur d'utiliser le mot là. C'est vrai, tu dis... Non, c'est vrai, il y a un désamour. Non, il n'y a pas le schisme. Il y a perte de confiance. C'est vrai, vous dites qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu perte de confiance, il n'y a jamais eu de confiance. Ah, ça c'est... Voilà, c'est ça. Oui, mais oui, c'est vrai. Il n'y a jamais eu d'amour, il n'y a jamais eu de confiance. Je comprends tes mots, tu as raison. Est-ce que Franck dit là, pardon? Attends, je finis. Je comprends tes mots. Mais tout à l'heure, le docteur Ibarapéya était en train de dire... Vous savez, quand le président Zissouba arrive, le peuple était d'accord ou pas? Le peuple a chantonné, le peuple s'est levé, le peuple était debout. Du nord au sud, tout le monde, même dans mon petit village là-bas à Etoro, on a voté 100% Lissouba. Vous comprenez ça? On l'a voté. On l'a voté, Lissouba. Parce qu'ils avaient déjà une idée de Lissouba en tant que directeur général de l'agriculture qui est passé là-bas à la ferme d'État d'Etoro et tous ces vieux-là ont voté pour Lissouba à 100%. Nous sommes en 92. Vous comprenez cela? Mais au sud, n'en parlons plus. Mais à la cuvette ouest, chez mon ami Alphonse Ndongo, là-bas, on a voté 100% Lissouba. Dans la Sangha. Dans la cuvette. Dans la Sangha. Mais dans la Sangha. Dans la Likwala. Il ne faut pas blaguer. Mais dans la cuvette là, centrale, au Wando, Magua, je ne sais, tout le monde a voté Lissouba. La preuve, le président Sassou n'était pas deuxième. Vous avez compris? Donc c'est pour dire qu'il y a eu des moments dans ce pays où il y a eu l'amour, il y a eu la confiance. Même le président Sassou lui-même. Mais quand il dégage Yombi, mais il a été... Hein? Mais c'est pas pour dire qu'on l'a même porté sur le tipoy. Mais pourquoi? Mais il y avait le moment où il y a eu l'amour dans ce pays. On ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Il parle qu'il n'y a jamais d'amour en réalité. Il y a jamais non, en politique, il n'y a jamais. Il y a juste un contrat d'intérêt. Oui, c'est ça. Par rapport au récit, par rapport aux différents récits sur ce plateau, on constate que vous parlez, il y a eu telle année où la population
a soutenu tel leader. Après, il n'y a plus rien. Est-ce que ce n'est pas à chaque étape, quand la population se sent certainement trompée, Mais voilà. et qu'elle se retire? Mais c'est ce qu'il dit. C'est une relation d'intérêt, c'est un contrat d'intérêt, il n'y a pas d'amour. Oui, peux répondre et je continue à le dire, excusez-moi, Constant, je continue à le dire. En politique, il faut que, je pense que c'est peut-être propre à notre peuple, et l'erreur que nous faisons, c'est lorsqu'on a un peuple qui malheureusement vit la destruction, je dirais, de tout ce qui est son cadre éducatif et son cadre scolaire. Il ne comprend pas toujours la question politique et ne comprend pas toujours ce qu'est le politicien. Il n'y a pas d'amour à avoir vis-à-vis de ceux qu'on va élire. Il n'y a pas, non, il y a un contrat qui est lié entre le peuple et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les pays dits démocratiques, l'amour peut se conclure uniquement si, entre guillemets, la question démocratique était réelle. C'est-à-dire que le vote était reconnu comme tel. Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour réel entre le peuple et ses je le dis au peuple congolais. Non, là, je ne suis pas au Congo. Non, il ne peut pas y avoir d'amour. Même en dehors du Congo. Non, je prends une image. Je vous présente une image. Quand on a vu la population sortir en liesse pour aller soutenir le président. Oui, monsieur Fortuna, ne sortons de Burkinabé. Monsieur Fortuna, peut-on taxer cet acte? Oui, le peuple burkinabé a réagi face à un désespoir et a besoin d'un minimum d'espoir, et ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il ne faut pas que les populations congolaises qui nous regardent... Il n'y a pas d'amour. Est-ce qu'on parle de confiance? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment T, nous avons besoin de trouver des solutions, d'obtenir des résultats, et nous donnons, nous en tant que peuple et en tant que population, nous offrons à un monsieur, à un système, à un nombre de personnes, nous leur offrons mandat de pouvoir agir, faire confiance pour un instant. Et donc il y a une et vous allez voir qu'aujourd'hui au Burkina Faso, aujourd'hui, il y a un problème, il y a une crise, il y a une partie de la population qui n'est pas toujours d'accord sur la mauvaise gestion qui est en cours. Donc je dis au peuple congolais au jour d'aujourd'hui, moi je représente la société civile, c'est que ne tombez pas dans l'émotion. Vous n'avez pas, la question politique n'est pas une question émotionnelle, elle a toujours été une question d'intérêt. Vous donnez mandat à quelqu'un, vous votez quelqu'un pour qu'il puisse, entre guillemets, vous offrir des résultats. S'il n'y a pas de résultat, si vous tombez dans l'émotion, malheureusement, vous ne pourrez pas réagir. Et lorsqu'on met de côté les questions émotionnelles, le peuple, à un moment, comme dans d'autres pays, a le droit de taper du poing sur la table, a le droit de se lever et de sortir dans la rue, justement pour dire que le mandat qu'on vous a offert, vous ne produisez pas de résultats, nous voulons que les choses changent. Voilà. Et donc, je dirais plébisciter un homme politique ne veut pas dire qu'on est amoureux de lui. Oui, quand je dis amoureux, après ça peut être interprété de façon philosophique, aimer un homme politique ne veut pas dire qu'on est amoureux de lui. Même s'il y a le mot aimer, ne veut pas dire qu'on est amoureux. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que la question politique dans notre pays sorte de la catégorie de l'émotion. Nous donnons mandat à des gens qui doivent gérer la chose publique de façon rationnelle, et malheureusement, parce que nous sommes aujourd'hui sur un débat qui touche à une gestion particulière depuis 20-30 ans, nous sommes dirigés par, un gouvernement, un parti politique particulier, nous devons juger ces gens-là à leurs résultats. Nous devons juger non seulement ce gouvernement, ce parti politique que le PCT, mais pas seulement, mais aussi la classe politique qui représente l'opposition, parce que vous parlez de la crise de confiance vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. Et donc le mot choisi, la crise de confiance. Oui, la crise de confiance de l'ensemble de la classe politique. Et donc, nous avons en face l'opposition. Est-ce que l'opposition, au vu de ce que fait le parti politique aujourd'hui qui gère le gouvernement, est-ce que l'opposition a fait bonne figure? Et moi, je le dis, que c'est l'ensemble de la classe politique qui n'a pas fait bonne figure. Voilà. Et donc, nous ne faisons pas uniquement le procès du PCT, mais de l'ensemble de la classe politique. Vous voulez réagir à ça? Oui, par rapport à ça. Là, on est encore dans la définition sémantique. Voilà, dans un débat sémantique. Je crois que réellement dans les causes, quand on parle de désamour, de confiance, de crise de confiance, je crois que les véritables causes. Merci beaucoup. Il ne faut pas que nous allions en profondeur de la définition des mots. Parce qu'on risque de se perdre. Oui. Vous voyez, ici, des amours sont comme perte de confiance. Voilà.
Si on se comprend comme ça, ça marche. Parce que quand vous globalisez, oui, mais la société civile aussi, personne n'a confiance. La population aussi n'a plus confiance à la confiance. Mais le débat, monsieur vous avez pas. Moi, c'est la classe politique. Oui, mais si on avait intégré la classe politique. Non. Mais il faut ajouter aussi. On ne peut pas ajouter. Le débat, c'est doucement. la crise de confiance vis-à-vis de la classe politique. Et de la société civile. Mais non, c'est pas l'objet du débat. Je serais très heureux de toute la société civile aujourd'hui sont politisées. D'accord. Parce que toutes les sociétés civiles aujourd'hui sont politisées. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes tous derrière des hommes politique. Je ne vois pas, moi, derrière quel homme politique je suis. Non, vous parlez en tant que... Je ne vois pas derrière quel homme politique je suis. Je ne vois pas. Ah bon? Dites-moi. Quand vous avez créé dans ce pays-là, l'ensemble, vous gouvernez toute la société civile. C'est pour faire quoi? C'est pour quel intérêt? Pourquoi on gouverne la société civile? Alors que vous n'avez pas les bons objectifs. La société civile est un contre-pouvoir. Nous sommes en train de comprendre. La société civile, est-ce qu'on doit la mettre là? Non, ce n'est pas la société. On doit la diriger. Est-ce qu'on doit la mettre dans un conglomérat? Est-ce que c'est normal? Dépassionnez-vous. Voilà. Alors, docteur Blanc Constant Ibarapéa, c'est pas normal. Je voudrais comprendre, à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure, alors, comment peut-on expliquer soit l'amour ou le désamour, comment peut-on expliquer la confiance ou la crise de confiance entre le peuple et le gouvernement? Très bien. Comment ça s'explique, en fait? Lorsque nous sommes en sciences politiques, nous parlons du marché politique. Et si nous prenons le cas du Congo, et comme on parle de la démocratie, on est dans ce qu'on appelle en sciences politiques un marché politique concurrentiel. Ça veut dire quoi? Vous avez des acteurs politiques qui viennent présenter des produits, parce qu'on définit le marché comme un lieu de rencontre entre les demandeurs et les offreurs. D'accord? Et dans le cadre politique, donc, les partis politiques qui sont des acteurs collectifs de représentation viennent avec des produits sur le marché politique qu'on présente à ce qu'on appelle le peuple. Donc les consommateurs. Dans cette configuration, c'est quoi le produit? Le candidat est un produit que l'on présente. Vous allez voir, lorsqu'on présente par exemple l'effigie du candidat, on prend le soin de bien travailler l'effigie, de telle sorte que ça soit attirante. Et là donc vous avez un produit, quelqu'un ne peut pas forcément lire le programme, mais à partir de la tête du président, ou bien du candidat qu'on présente, il peut voter pour la personne. Deuxième chose, nous avons des programmes qui sont aussi des produits politiques que l'on présente au consommateur. Et le consommateur prend donc connaissance de ce produit, il estime que moi je peux consommer ce produit et il vote. Mais dans tous les cas, que ce soit le candidat produit que l'on présente ou le programme produit, il y a une dose d'amour qui permet à quelqu'un de choisir tel ou tel. Ça, deuxièmement, les relations d'intérêt dont parle mon ami Franck, oui, mais les relations humaines sont basées sur les intérêts. Les relations humaines, même l'amour que nous avons avec nos copines, nos femmes et tout, sont basées sur les intérêts. Elle sait qu'en allant avec Franck, je peux gagner de la notoriété, pas forcément l'argent. Je peux gagner telle chose, je peux gagner telle chose, je peux gagner telle chose. Pas seulement financier, Ndila peut me mettre dans son foyer, demain Ndila sera ministre, je peux avoir tel ou tel avantage. Donc les relations sociales, qu'on ne vous trompe pas, les relations sociales sont des relations d'intérêt d'abord. Et ce sont ces intérêts que nous retrouvons au sommet de l'État lorsque vous êtes dans un marché politique concurrentiel où les acteurs présentent les produits et chacun s'identifie à un produit. Ça peut être le programme ou le candidat. Ça peut forcément dire le programme. Et à partir de ce moment-là, ça s'établit, on établit un contrat de confiance. Je vote pour vous, ou je consomme votre produit, mais en contrepartie, vous devez m'offrir telle chose. Nous avons ce qu'on appelle, si nous prenons le cas de Michigan, on nous parle de l'électeur rationnel. Le lecteur rationnel, ce n'est pas le lecteur qui se positionne par rapport à l'offre ou bien par rapport aux idéologies. Lui, il sait que si je vote pour Fortuna Ngolani, Fortuna va me construire une école à Ngamakoso, Fortuna va me donner l'eau à Kisundi, et c'est réglé. Ce sont les électeurs rationnels, ils raisonnent comme ça. Donc il y a une base de confiance à partir de ce qu'on peut appeler le contrat social entre le gouvernant ou le candidat et les électeurs. Et une fois élu, il doit donc respecter la contrepartie qu'il a proposée aux électeurs, aux consommateurs. Mais lorsque nous avancions
on se rend compte que ce contrôle n'est pas respecté. Vous voyez par exemple, ici au Congo, lorsque le président arrive pendant la campagne, pour prendre la campagne de 2021, par exemple, il a fustigé le fait que nous consommons les Ebembadou là, on importe le safou, on importe le ceci. Très bien, il dit que ce ne sera plus ça. Le peuple congolais qui consomme souvent ces choses, il coûte extrêmement cher, il va dire, bon d'accord, je renouvelle ma confiance au président Sassou pour que je ne cesse plus de consommer les Ebembadou là. Mais on se retrouve en 2025-2026. Si nous sommes dans des démocraties, dans un champ de libéralisation politique qui n'est pas conservateur, on pourra à la fin regarder, est-ce que les Ebembadou là que le président nous a dit qu'on ne doit plus consommer les Ebembadou là, nous sommes à la fin du mandat, est-ce que nous consommons les Ebembadou là ou pas? On continue à commencer les Ebembadou, à partir de ce moment on peut retirer sa confiance. Voilà. Alors, Alphonse Ndongo, j'ai bien aimé votre rappel historique de cette relation, on va dire, ce contrat social entre le peuple et ses gouvernants. Alors, je reviens à peu près sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, puisque vous nous avez décrit des périodes aussi, de la périodicité, les moments d'amour, les moments de désaffection et tout ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, parlons-en. Est-ce que c'est pire qu'avant ou les choses s'améliorent? Parlons de la gouvernance actuelle. Bon, je ne peux peut-être pas être juge, hein, mais à observer les choses, on a fort l'impression que l'écart s'est davantage creusé par rapport aux périodes précédentes. C'est vrai qu'il y a la crise économique et financière, même si je n'aime pas trop qu'on se réfugie tout le temps derrière la crise économique et financière en parlant des chocs extérieurs, coronavirus, la guerre Russie-Ukraine ou encore le Hamas contre l'État d'Israël. Ça me paraît un peu parfois échappatoire lorsqu'on n'a pas assis la gouvernance économique et financière, voire politique. Alors on cherche souvent des espèces de boucs émissaires. Mais à regarder le comportement de nos gouvernants, je pense que c'est ça qui certainement fait qu'il y ait une espèce de désaffection ou ce schisme entre eux et nous qui sommes les gouvernés. Parce que lorsque vous voyez que dans un quartier, pour aller terre à terre, pour que le Congolais qui se trouve au fin fond de Ngamakoso ou de Bifouti me comprenne, lorsque vous voyez un ministre qui vit dans un quartier, avoir à lui seul un groupe électrogène et qu'il ne pense même pas à ceux qui sont ses voisins les plus immédiats, afin qu'eux aussi puissent quand même profiter, pourquoi pas, de la lumière parce qu'il n'y a pas de courant. Je crois qu'il y a déjà à partir de là une espèce de désaffection qui se crée. Parce que dans ce pays ou dans cette ville de Brazzaville, nous savons quand même où vit tel ou tel ministre. Et lorsque vous voyez que nos ministres, leurs enfants, ils nous parlent du système éducatif, voilà, ainsi de suite, que leurs enfants ne sont pas à l'université. Enfin, peut-être que vous allez me prouver, hein, Constant qui enseigne à l'université Mariam Ngouabi me dira, s'il y a l'enfant d'un ministre qui, n'est-ce pas, fréquente l'université Mariam Ngouabi. À ma connaissance, peut-être que je me trompe, je n'en connais pas, puisque leurs enfants, s'ils ne sont pas dans des instituts privés, ils sont plutôt à l'étranger. Donc ça aussi, ça crée une espèce, n'est-ce pas, ça élargit le champ, enfin l'écart qui nous sépare avec nos gouvernants. Et lorsque vous voyez que, bon, un ministre, lui, effectivement, ne mange pas les bembadoula dont parlait Constant, c'est-à-dire les poulets congelés, pour que ceux qui ne sont pas congolais nous comprennent et qui nous suivent à l'étranger, ne consomment pas des poulets congelés ou surgelés qui viennent de l'étranger, et que plutôt lui, il fait ses courses dans des supermarchés, je ne vais pas faire leur publicité, qui sont connus sur la place de Brazzaville et Pointe-Noire, et que les populations vivent avec moins je dirais moins $1, hein, soyons honnêtes, ou de $2, cela pose un problème qui fait que on a l'impression que, c'est ce que disent des populations, il y en a qui disent, est-ce que nous sommes venus sur Terre pour accompagner certaines personnes qui vivent bien, qui ont leurs enfants qui fréquentent les meilleures écoles, qui prennent des vacances. Là, c'est la période des grandes vacances. Et il y a des ministres qui, eux, envoient leurs enfants dans d'autres pays. Ce n'est même pas à l'intérieur du Congo, hein,
pour dire, bon, on va un peu te reposer à Kakamweka ou bien moi, ou à Leketi. Donc, c'est ça aujourd'hui, ce sont des petits faits qui sont là, qui font que le peuple ne voit pas les gouvernants être plus proches, n'est-ce pas, des populations. Et ça fait qu'il y ait cette espèce d'écart de désaffection qui ne fait que prendre des proportions assez inquiétantes. Voilà, Franck Dila, vous qui êtes de la société civile, hein, moi je voulais savoir, est-ce que la gouvernance actuelle a-t-elle vraiment contribué à ce sentiment de mécontentement populaire, tenant compte de ce que vous venez de dire tout à l'heure? Oui, moi je vais vous parler d'une chose, je pense que tout homme politique qui suit cette émission doit l'écouter. Il m'a été appris par un grand homme politique de ce pays-là, dont je ne citerai pas le nom, un concept qui est tout à fait simple. C'est la sensibilité, la responsabilité et la réactivité. Un homme politique doit faire preuve de sensibilité vis-à-vis de la misère que vit son peuple, vis-à-vis des problèmes que vit son peuple. Une fois qu'il ressent, qu'il est sensible à la douleur que vit son peuple, à un moment, il doit être responsable vis-à-vis de cela. Et là, il fait preuve de responsabilité, d'être responsable. Une fois qu'il a passé ces deux étapes de la sensibilité et de la responsabilité, parce qu'il a un poste auquel il a été soit nommé, soit été élu. Et ça fait de lui de quelqu'un de responsable vis-à-vis du peuple qu'il a. Et la troisième chose, et qui pour moi est la chose qui doit définir un véritable homme politique, c'est la réactivité. C'est agir. On est réactif parce qu'on a été sensible, on est responsable parce que nous avons été élus, nous avons été nommés, mais nous faisons à un moment preuve de réactivité vis-à-vis de nos populations. Nous voulons changer les choses. Nous voulons qu'il y ait de l'eau. Nous voulons qu'il y ait de l'électricité. Nous voulons qu'il y ait un meilleur système de santé. Nous voulons qu'il y ait un meilleur système éducatif pour nos populations, pour nos jeunes. Nous voulons que nos étudiants aient la bourse. Nous voulons que nos retraités aient chaque mois leur pension. Et c'est ces trois choses de nos gouvernants. Et quand je parle de nos gouvernants, parce que vraiment le thème de votre débat aujourd'hui, c'est de dire l'ensemble de la classe politique, c'est vraiment ça. Il y a un manque de sensibilité, il y a un manque de responsabilité et il y a un manque total de réactivité. La chose qui nous tue le plus aujourd'hui, c'est l'eau potable. Depuis combien d'années aujourd'hui, les populations congolaises ne demandent que le minimum ou le basique? Elles ne demandent que de l'eau potable. Aujourd'hui, vous avez des grandes compagnies qui font de l'argent parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Et malgré les nombreuses recettes pétrolières, les milliards de recettes pétrolières que nous avons fait, aujourd'hui, un fait criard qui, je pense, est le plus important, même avant, je pense, à l'électricité, c'est l'eau potable. Je dis bien l'eau, mais potable. Et donc, à ce moment-là, si l'homme politique ne respecte pas ces trois choses-là, qui sont, je le répète, la sensibilité, la responsabilité et la réactivité, comment vous ne voulez pas qu'à un moment, le peuple congolais considère que l'ensemble de sa classe politique ment. Et que chaque fois qu'on va à l'élection présidentielle, la seule chose qui intéresse nos populations lorsqu'on va à une élection législative ou qu'elle soit présidentielle, quelle qu'elle soit l'élection, c'est, entre guillemets, quel sera notre intérêt lors de cette mascarade, entre guillemets. C'est avoir des t-shirts, combien on va nous donner pour aller voter, et combien les candidats vont déverser. Ça veut dire que la population elle-même a une part de responsabilité n'est-ce pas ? Mais je veux vous dire une chose, c'est que je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, malheureusement nous sommes dans un cadre où, je dirais, tout ce qui permet aujourd'hui à notre population d'être éveillée et de comprendre ces choses a été détruit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à notre population ? N'est que le divertissement. Que Dieu me pardonne ce que je veux dire, mais lorsque vous écoutez notre musique et lorsque vous regardez ce que sont les activités quotidiennes de notre population, aujourd'hui, c'est l'Internet et TikTok aujourd'hui qui va faire l'éducation demain de notre jeune. C'est-à-dire que l'éducation, je dirais, scolaire, l'éducation que l'État aujourd'hui, le cadre que devait, entre guillemets, construire pour aujourd'hui offrir à notre population un éveil et une élévation intellectuelle, a été totalement détruit. Et donc, il ne faut pas reprocher à ce peuple, entre guillemets, aujourd'hui, de ne comprendre que les choses les plus basiques. C'est du fait de nos politiques. Si nos politiques voulaient aujourd'hui faire du peuple congolais un peuple supérieur, ils reconstruiraient ce cadre-là, qui est l'école. Et donc, si tout a été détruit,
Mais et malheureusement, je ne suis pas un prophète de malheur. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est aller taper sur les pauvres jeunes dans la rue. Et malheureusement, vous avez constaté qu'on ne tente de résoudre la question des bébés noirs uniquement que par la répression et que par la violence. Mais malheureusement, où sont les intellectuels congolais? Parce que dans la classe politique que vous demandez, il y a des intellectuels congolais. Où sont-ils? Où sont ces hommes politiques qui sont des intellectuels? Où sont-ils pour dire que pour régler la question des bébés noirs, c'est avant tout une question de développement? C'est qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse pour qu'elle ne se lance pas dans le bébé noirisme, entre guillemets? Et donc, où sont ces intellectuels qui sont dans cette classe politique? Où sont les intellectuels dans l'opposition aujourd'hui pour créer ce véritable contre-pouvoir? Mais aujourd'hui, on a une opposition qui est avec, entre guillemets, l'UPADS et Tsatsi Mabiala, parce qu'on a voulu faire une opposition constitutionnelle, mais qui est totalement vide et totalement morte. Et donc, je demande aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que je peux aujourd'hui lancer à tous ces intellectuels congolais, c'est de dire que s'il y a une crise de confiance vis-à-vis de cette classe politique aujourd'hui est composée, je dirais, à 90% d'intellectuels, à 100%, à 50%, je dirais, d'intellectuels qui ont pour la plupart étudié à l'étranger, mais je leur demanderai, mais où êtes-vous ? Et que faites-vous aujourd'hui pour faire en sorte que le navire congolais, entre guillemets, et qui est percé de toutes parts, on tente, entre guillemets, de le rapiécer et on tente de boucher les trous pour qu'il continue à naviguer un temps soit peu. Voilà. Guy Benoît de Victor, on parle de désamour, de la crise de confiance, de mécontentement populaire, de désaffection, tout ça. Alors, est-ce que vous le vivez-vous au quotidien ou juste c'est une analyse en tant que journaliste ou bien vous vivez ça au quotidien? Comment la gouvernance actuelle, sinon le gouvernement actuel, sinon le système politique actuel, je parle bien du gouvernement, a-t-il contribué à ce mécontentement populaire? Bien, merci beaucoup. Je crois que ça va de quoi? Il a parlé du contrat social entre le gouvernement et les gouvernés, les gouvernants et les gouvernés. D'ailleurs, en matière de démocratie, c'est ça qui fait que les gouvernés arrivent au pouvoir. Il faut qu'ils soient acceptés par les gouvernants sur la base d'un contrat. Et dans ce contrat, ils font des promesses. Parce que c'est des contrats de développement, contrats de développement politique, économique, social. Ce sont des promesses faites à la population pour montrer la voie du développement du pays. Et tout le monde a fait confiance. Bon, maintenant, année après année, on se rend compte que rien de ce que vous avez promis n'a été réalisé. Qu'est-ce qui peut se passer? Cela se passe aussi dans la maison, dans un foyer. Quand vous avez promis des choses à votre femme ou à vos enfants, les mois passent, rien ne se fait. Les mois passent, rien ne se fait. Ne vous imaginez pas que cette femme-là va toujours avoir confiance en vous, ou vos enfants vont toujours avoir confiance en vous, qui ne tenez pas votre parole. Je crois que c'est de cela. C'est la non-réalisation des promesses faites au peuple qui a créé ce mécontentement, qui crée ce mécontentement, qui a créé ce désamour, ou qui a fait perdre la confiance. Parce que le gouvernement a trop parlé, mais le gouvernement n'a pas fait. Alors qu'il s'appelle exécutif, qu'est-ce qu'il a exécuté? Le président a fait beaucoup de promesses. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'il l'a fait. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui a été fait? Même les besoins les plus immédiats, comme l'eau, ça manque à Brazzaville. Comment on peut expliquer ça? L'électricité, n'en parlons plus. Le président investit, dit qu'il va faire des hôpitaux pour que l'offre de santé soit abordable. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Le président prend la peine à dire que même la césarienne va être gratuite. Un mois ou une année après, ça galope, le prix galope. Le président pense que la carte nationale d'identité, qui devrait être produite par l'imprimerie nationale, qui est une société publique, c'est gratuit. Le passeport, c'est gratuit. Malheureusement, quand on y va,
ça a doublé ou triplé le prix. Dites-moi sur quelle base les gens vont avoir confiance. Et le président est revenu sur sa décision. Mais le président, il revient. Parce qu'il y a eu Il dénonce les fonctionnaires véreux. Mhm. Les fonctionnaires véreux. Les mêmes fonctionnaires applaudissent le fait qu'il a dénoncé. On se moque de qui? Mais le peuple voit. Le peuple voit. Au point où le président est obligé de porter l'habit de Tati Mabiala comme opposant constitutionnel pour dénoncer ses propres membres du gouvernement. C'est lui qui a placé le gouvernement. Il les dénonce. Mais dites-moi, mon frère, quand le ver, le fruit qui est en haut de l'arbre est déjà infecté par un ver, le fruit là va rester là-bas. Quand le fruit est pourri, il finit par faire quoi? Tomber. Eh bien voilà. Mais c'est ce qui va se passer, qui risque de se passer si on y prend garde. Mais puisque les gouvernants pensent que quand on dit comme ça, on est contre. Quand on dit comme ça, on est opposant. Mais alors que les opposants, on les connaît. De Tati Mabiala et les autres. Bon, nous sommes les journalistes. Mais comme ils ne sont pas habitués à notre journalisme, n'est-ce pas? Ils s'étonnent. Les collabos aussi s'étonnent. Ils veulent qu'on fasse comme le temps du mono. Bon, oui, tout est bien. Et quand on parle du président, il faut avoir beaucoup de qualificatifs. Il faut ajouter, monsieur le président, le camarade président, moyenné de ceci, de cela, pour qu'on soit à l'aise. Mais attends. Bon, il faut, quand on est dans un discours, il faut parler du président. Alors que ce que le président a dit, tout le monde sait. Sa vision, c'est ça. Toi, le ministre, ton problème, c'est de faire ce qu'il a dit. C'est un peu de citer. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Et tous les jours, il faut dire que bon, c'est le programme cher au président le président de la République. C'est bien. Mais c'est parce que le président n'a jamais été candidat d'un parti. Sinon, c'était le programme du parti qui l'a placé. Comme il n'a jamais été candidat du parti qu'on a du travail. Même si nous on tire sur le parti qu'on a du travail là. Mais c'est à tort. Parce que le gouvernement là n'a pas été. Quand on regarde seulement l'attitude des uns et des autres, on se rend compte que le parti n'a pas participé à l'élaboration du gouvernement. Au point où ces gens-là n'obéissent même pas au parti, on a appris là. On a convoqué le PCT pour la première fois à convoquer les membres du gouvernement. Après combien d'années? Mais combien sont arrivés? Et en ce moment-là, comment on va arrêter l'hémorragie? Comme dit mon frère ici, mais l'argent est percé. L'argent est percé, le sort de toutes parts. Il faut parler comme le roi d'Abomey. Il faut que toutes les mains soient assemblées pour boucher les trous de l'argent à percer. Sinon, c'est la déliquescence. Parce que même sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Le plan sanitaire, ça ne va pas. Le plan scolaire, ça ne va pas. Et regarde, donc même les institutions de lutte contre la corruption ou contre la concussion, voilà. Là où l'institution commence à travailler, c'est à l'école. Ah, bon, c'est à l'école, attends. Mais alors que le président dit qu'il y a des détournements, il y a les fonctionnaires véreux, il y a comment on appelle ça, l'évasion fiscale partout. Non, la commission commence à l'école pour regarder les enfants qui vont tricher. Bah, attends, est-ce que c'est avec ça qu'on va redresser l'économie nationale? Est-ce que c'est avec ça? Voilà, merci. Donc moi je crois que c'est tout ça qui fait que les gens ne peuvent pas avoir confiance au gouvernement. Et ça fait mal. Voilà, par rapport à vos profils, hein, nous allons bientôt boucler cette émission. Je poserai à chacun de vous une question par rapport à vos profils. Mais d'abord, le docteur Blanc-Constant et Barapéa, est-ce que ce mécontentement est à certains niveaux seulement de la catégorie des populations ou ça atteint toute la société congolaise? Bon. Est-ce que les intellectuels sont mécontents? Est-ce que les jeunes sont mécontents? Est-ce que les femmes sont mécontentes? Est-ce que il y a juste une catégorie, par exemple? Est-ce que les militaires sont mécontents? Je voulais comprendre un peu. Ok. Vous savez, nous sommes des spécialistes des sciences sociales. Le laboratoire des chercheurs en sciences sociales, c'est sa société. Nous prenons des bus, nous prenons des motos, nous sommes dans les marchés, nous entendons, nous écoutons ce que les gens disent. Aujourd'hui, pour comprendre le degré de ce mécontentement, on peut se référer à l'expression des chants populaires. Regardez comment les jeunes, sur les réseaux sociaux, balancent des chansons qui sont hostiles au régime.
le tout dernier opus. Yadou, c'est ça Yadou, là, il y a un truc qui est sorti qui circule sur les réseaux sociaux. Ça a même suscité l'intervention de mon aîné, Assis Dominique de Marseille. Bon, où les gens dénoncent l'éducation, ce qu'est devenu l'éducation de notre pays. Il y a même un jeune qui sera incarcéré. Voilà. De confirmation pour avoir chanté, comme vous le dites, très bien. Donc, dans l'expression d'un chant populaire, paraissait être comme une offense aux autorités. Voilà. Et ça, c'est le signe de mécontentement. Lorsqu'on veut faire la sociologie politique dans des États, ou bien la sociologie des mouvements sociaux ou des mouvements des contestataires, on étudie les chansons, on étudie, c'est-à-dire l'expression des chants populaires, on étudie ce qu'on peut appeler les sketchs, les masses solo et autres, on regarde comment les gens réagissent par rapport à l'ordre gouvernant. Et aujourd'hui, le mécontentement est généralisé. Allez-y, vous avez posé la question des intellectuels. Attendez, ça fait 3 mois que l'université Marion Ngouabi n'est pas payée. Comment ces gens-là vivent? Vous pensez qu'ils sont contents? Mais ils respectent juste le statut. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir dans la rue avec... Moi, je crois que quand je discute avec mes collègues... C'est un peu le rôle d'un intellectuel, à un moment, de briser la glace. Bon, je leur dis, vous êtes les serpents sans venin. Parce que vous avez un statut que vous devez protéger. Donc, le CHU n'est pas payé. Et même l'armée. C'est vrai que les salaires au niveau de l'armée sont réguliers. Mais lorsque vous discutez avec les militaires, ils ont des problèmes d'avancement. Où ça se fait, parce qu'il faut connaître quelqu'un, il faut connaître ceci, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, le mécontentement aujourd'hui est généralisé. Qui ne se plaint pas? Qui disait Romix sur ce plateau que même la police et la gendarmerie ne sont pas suffisamment équipés bien entendu. pour mener à bien leurs opérations. Bien entendu. Ouais. Et le régime a capitalisé des frustrations. Vous avez des frustrations à tous les niveaux. Tout le monde se plaint. Allez, les mamans qui vont au marché se plaignent. Ceux qui vont au charbon se plaignent. Ceux qui vont se plaignent. Les contrôleurs de bus se plaignent. Donc tout le monde. Et vous voyez, c'est ce qui peut expliquer cette violence qu'on observe dans notre société, même si c'est une violence qui est, on peut considérer comme elle est silencieuse. Mais attention, lorsque dans une communauté, les individus, donc les citoyens disent, il faut qu'on vende ce pays. Tout est Congo, Motobuta, Djambongonaï. C'est grave. À la mort d'aujourd'hui. C'est grave. Qui exprime le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. C'est-à-dire on atteint le fond de la profondeur. Les citoyens ne devraient pas raisonner comme ça. Donc, aujourd'hui, Alphonse disait tout à l'heure qu'il y a l'écart, oui. Parce que la politique, c'est aussi le symbole. Combien de fois le président de la République a visité les marchés? Si ce n'est pas inauguré au marché de Total. Est-ce que vous avez vu le président un jour venir au marché de Wenze, au marché de Talangaï, il vient comme ça, l'hôpital de Talangaï, il vient comme ça, par exemple, à Mampassi, il vient comme ça, il fait des sorties comme ça. Ça fait longtemps que le président a fait ça. Deuxièmement, est-ce qu'on a vu une fois la première dame dans un marché, elle est venue acheter quoi que ce soit, ou bien ceci? Il y a une période, comme disait Alphonse Tongo. Mais bien sûr, voilà, le président Marion Ngouabi qui conserve sa popularité jusqu'à aujourd'hui parce qu'il le faisait. On le voyait à moto, faire son sport, ici, là, venir à l'école. Le président, ça fait combien de fois qu'il a vu son université? Il faut que le président sorte du palais. Il faut qu'il rassure, qu'il vienne en contact avec les Congolais. C'est ça la politique. Ça joue aussi sur le volet symbolique. On ne peut pas rester dans la tour d'ivoire et gouverner le peuple depuis là-bas. Le Premier ministre Anatole Koné Makosso, vous avez dit au cours d'un débat, si je n'étais pas d'accord avec vous, que quand il était nommé à une liesse populaire, oui, il est nommé, ça fait 3 ans, je ne sais pas. Mais vous avez vu le Premier ministre dans un marché? Vous l'avez vu à l'université? Si ce n'est pas pour inaugurer les visites comme ça, il vient le matin au marché, il visite des mamans qui font ceci, il discute avec tel, ça ne se fait pas. Les ministres qui sont dans les quartiers, ils sortent le matin, il prend sa voiture noire parfumée, il est parti. Rares sont les ministres qui ont conservé leurs amitiés d'avant, avec les amis qui sont restés au bas de l'échelle. Donc tout ça, et puis le comble c'est que la distribution des objets de valeur, qu'on peut appeler aujourd'hui l'emploi, c'est devenu une denrée rare. Comment faire pour avoir l'emploi si vous ne connaissez personne au sommet? Aujourd'hui, l'école ne sert à rien. Vous avez un doctorat, ça ne sert à rien, en réalité. À quoi ça sert un doctorat que vous écrivez 1000 pages, 500 pages, et si vous venez, vous n'êtes pas utilisé? Et tout ça là, ce sont des îlots de frustration. Et aujourd'hui, si nous n'étions pas dans ce que nous appelons en sciences politiques un système à libéralisation conservatrice, une élection, je ne vois pas comment le président peut gagner une élection aujourd'hui. Je vous poserai cette question, c'est la question que j'ai posée pour vous. D'accord. À Alphonse Dongo, quel est donc l'impact économique
de cette désaffection sur le développement et la stabilité du pays? Bon. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il faut noter une chose, hein. Ce qui est vrai, c'est que s'il y a cet écart, c'est beaucoup plus parce que la crise économique et financière, c'est elle-même, est devenue un peu plus grave. Parce que je peux faire un flashback lorsqu'il y a eu notamment les mouvements de grève qui ont tout conduit à la conférence nationale de 91. On sait très bien que là, il y a aussi eu comme une espèce de schisme, hein, où on a vu vraiment les populations être contre les gouvernants. Et ça veut dire qu'on est quand même dans une société, là je peux être plus ou moins d'accord avec Franck, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des possibilités de bonne répartition de richesses, lorsque les problèmes, lorsque la situation économique est bonne et que le gouvernement essaye dans une moindre mesure d'organiser une meilleure répartition des richesses, il y a encore comme cet amour qui revient. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la situation économique que vit le Congo, que vivent d'ailleurs d'autres pays, hein. Le Congo n'est pas le seul pays qui se trouve dans une situation financière difficile, où on n'a pas de courant. Dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, on vit les mêmes problèmes. Mais je pense que c'est la qualité de ceux qui nous gouvernent, leur façon de se comporter. Il y a un peu cette arrogance qui fait que les gens ne sentent pas les gouvernants être proches d'eux. Et ça crée un véritable problème au-delà de la situation, des conséquences économiques et financières que nous vivons. Je dis, si aujourd'hui le gouvernement réussit à redresser la barre et qu'il y a une amélioration qualitative en termes de gouvernance économique et financière, il peut arriver que si le gouvernement accède finalement à la demande sociale, peut-être que l'écart va se resserrer. Mais il y a toujours ce problème aujourd'hui où le gouvernement n'inspire plus confiance parce que les principaux animateurs, et moi je ne vais pas citer de nom, n'inspirent plus confiance. Leur façon de faire, leur façon de gérer, leur façon de s'acheter au vu au su de tout le monde des villas à 200 millions de francs CFA dans des quartiers comme le plateau des 15 ans, tout cela est su et ça pose un problème. Et d'autre part, le président qui a donc un contrat social avec une partie de la population, parce que tout le monde ne l'a pas élu. Oui, mais quand il est élu, il devient le président de tout le monde. Je comprends, il devient le président de tout le monde. Par, et les promesses qu'il a faites, n'est-ce pas, à ces populations, et souvent les dénonciations qu'il lui-même fait à l'occasion de certaines sorties médiatiques, on a l'impression, enfin c'est l'impression, qu'aucune sanction n'arrive. Voyez-vous, on est par exemple là avec tout ce qu'il y a comme désagrément ou alors le rejet ou alors un tout petit peu l'effet repoussoir des populations quant à l'offre politique actuelle. Depuis quelque temps, on parle de remaniement de l'équipe gouvernementale. Or, ce sont des outils dont doit se servir le président de la République pour essayer de corriger certaines choses. C'est-à-dire que si tel secteur d'activité ne marche pas, le président qui a toutes les fiches peut peut-être améliorer pour essayer de rétablir cette confiance. Mais il n'en est rien. Donc je dis, au-delà de la crise économique et financière, il y a d'abord cet orgueil, ces potentats d'orgueil qui habitent les dirigeants et qui les éloignent, n'est-ce pas, des gouvernés. Voilà, Franck Dila, ça c'est l'avant-dernière question, puisque j'aurai une question générale. Et ça, c'est une question qui vous concerne, vous qui êtes de la société civile. Je voulais savoir quel est donc le rôle de la société civile et même des médias, puisque vous suivez les médias, dans le processus de renforcement des liens entre le gouvernement et la population. Y a-t-il une possibilité aussi? Oui, mais vous savez, le rôle de la société civile, c'est le rôle, je le répète et je l'ai dit tout le temps, c'est celui de jouer le contre-pouvoir. Nous avons pour objectif d'être la sonnette d'alarme, d'alerter constamment lorsqu'on constate que les libertés à la fois sociales et économiques posent problème, lorsqu'il y a un certain nombre d'injustices qui touchent aux droits de l'homme et tout type de droits économiques et autres sont entre guillemets menacés par les politiques.
Et notre objectif à nous, notre rôle à nous, société civile, s'arrête là. Nous avons, et ça, il faut que le peuple congolais et même les politiques eux-mêmes le comprennent. Nous sommes un contre-pouvoir nécessaire. Nous avons permis, je pense, à une certaine époque, lorsque moi j'ai été coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol, je le dis que si à une certaine époque 1 milliard disparaissait au vu de tous et que c'était visible, nous, à force d'avoir dénoncé ces choses à force d'avoir dénoncé ces choses, aujourd'hui le vol se fait de façon un peu plus discrète et parfois, à un certain moment, on évite de le faire parce qu'on sait qu'il y a une société civile que nous, à une certaine époque, nous avons permis, entre guillemets, de libérer. Et c'est ça notre rôle. Et c'est aussi le rôle des journalistes. Moi, ce que je constate, par exemple, je me permets de le dire parce que j'ai en face de moi 2 éminents journalistes, je dis que, entre guillemets, j'ai constaté depuis une bonne dizaine d'années la mort de la presse écrite. Et malheureusement, les politiques ont voulu cela, ont voulu que la presse écrite soit totalement morte, ont voulu que la société civile ne joue pas son rôle, soit totalement morte, et on le voit aujourd'hui à la pauvreté de la presse écrite qui a du mal à sortir ses titres, a du mal à informer les citoyens, a du mal à opérer cette transformation vers le numérique, et parce que les politiques n'ont pas compris, ne comprennent toujours pas la nécessité d'avoir une société civile forte, qui agit comme un contre-pouvoir pour alerter à la fois sur les questions sociales, sur les questions économiques, mais sur les questions aussi, je dirais, de santé, sur les questions d'éducation, etc. Et donc, le rôle de la société civile, nous l'avons toujours joué. Mais aujourd'hui, les politiques ont préféré faire, je dirais, entre guillemets, ont préféré nous dribbler, si je préfère. Ils ont créé un conseil consultatif de la société civile dans lequel ils ont mis, je dirais, des personnes qui étaient proches de la classe politique, entre guillemets, gouvernementale, mais n'ont pas voulu, entre guillemets, nous intéresser, nous, qu'ils considéraient comme étant une société civile, étant radicale. Et je pense que c'est une erreur. Nous ne sommes pas fermés au débat, nous, société civile. Nous ne sommes pas pour que le pays avance. Au contraire, nous aimons tellement notre pays que nous voulons qu'il avance. Et nous pensons qu'il aurait été nécessaire, lorsque on crée une société civile, entre guillemets, officielle, pourquoi pas de nous avoir appelés, on aurait été très heureux de discuter et de permettre à ce que le pays avance sur les questions de société civile. Et maintenant, sur la question journalistique, je l'ai dit, c'est triste que des chapitres comme, je dirais, la subvention qui devrait être accordée à la presse écrite, parce que si je ne me trompe pas, il y a une subvention publique qui doit être accordée, je dirais, à la presse et à tous les organes de presse. Si cette subvention était accordée à la presse aussi jouerait son rôle, je dirais, d'informer le peuple. Et malheureusement, cette subvention n'est pas accordée, ou entre guillemets, on permet à une presse, je dirais, proche du pouvoir d'exister, mais qui ne joue pas son rôle. Et je trouve ça un peu triste. Voilà, Guy Benoît Victor, est-ce que le gouvernement est conscient, est-ce que même à travers sa communication, est-ce que le gouvernement, même à travers sa communication, essaie de faire quelque chose pour essayer de se rapprocher? Est-ce que le gouvernement est conscient aujourd'hui qu'il est rejeté, que la population est mécontente, et est-ce qu'il essaie de faire quelque chose? Bon, je ne sais pas s'ils essaient de faire quelque chose, c'est pas mon rôle de savoir s'ils essaient de faire quelque chose. Ce qui est vrai, c'est que ils devaient comprendre qu'il y a un mécontentement général et généralisé. C'est le rôle des gouvernements de le savoir. Parce qu'ils ont des canaux d'information, n'est-ce pas? Ils ont des fiches qui y arrivent. Cette question a été posée au ministre de la Communication, Thierry Lezom-Gala, sur une chaîne étrangère. Oui. Une question peut-être pas formulée de la même manière, mais il avait rejeté en bloc pour dire que la population n'est pas en crise de confiance avec le pouvoir en place, non plus avec le président de la République. Très bien, mais le dit, c'est faire semblant. Je parle au bas mot. Le dit, c'est faire semblant. Le dit, c'est faire semblant. Parce que les hommes politiques, c'est ça le problème. Moi, je n'ai pas envie de rentrer très dedans pour savoir que, comme a dit Franck tout à l'heure, mais l'homme politique ne voudrait jamais voir l'émergence de la presse libre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que seule la lutte libère. Si on ne se bat pas, si vous pensez qu'on doit vous octroyer la liberté, on ne vous donnera jamais cela. La preuve, vous êtes en mailloté, la société civile.
Ils sont obligés de vous gouverner pour que vous ne jouez pas le rôle qui est le vôtre en tant que société civile. De la même manière qu'on a emmailloté les politiciens. Vous pensez que Tati Mabela va jouer quel rôle quand lui, là, il a rang et prérogative de ministre d'État au ministre. Mais s'il le fait, c'est qu'il va scier la branche sur laquelle lui-même il est assis. Parce qu'il a les mêmes prérogatives que les ministres au pouvoir. Il ne peut pas jouer le rôle qu'on attend de lui dans un régime démocratique. Il ne pourra pas le faire. Il faudrait qu'il y ait des éclairés qui se mettent debout, qui parlent. Parce que si vous comptez sur l'UPADES, ça ne se fera jamais. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'appelle opposant, il a les mêmes prérogatives que les membres du gouvernement. Il ne peut pas. De la même manière que la société civile, telle qu'elle est emmaillotée, elle ne peut pas jouer ce rôle-là. Voilà. Parce que sur d'autres cieux, c'est la société civile qui se met dans la rue. Ce ne sont pas les hommes politiques. Ce serait la dernière question. Bon. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de sortir de cette crise? Oui. Comment faire? Il suffit que le gouvernement soit pragmatique. Il suffit que le président de la République redevienne lui-même et la maîtrise de son équipe. Parce que c'est la sanction qui discipline. On ne peut pas vivre dans un pays qui n'a pas de sanctions. Et donc ce gouvernement en place, et sinon le système, a encore la possibilité de regagner la confiance de ce peuple. Il suffit que la justice devienne indépendante. Si la justice et toutes les organisations et tous les organes qu'on a créés, les institutions d'appui à la démocratie qu'on a créées, pouvaient jouer leur rôle, on demandait à toutes ces cours de discipline budgétaire à tout ce moment de jouer le rôle. Et si et seulement si, imaginez-vous que le président demande qu'on fasse une enquête sur les 14 000 milliards disparus. Vous allez entendre comment le peuple va se mettre à acclamer. Le peuple va se mettre à acclamer. Il suffit que le président demande, parce que c'est lui le premier magistrat, aux magistrats de ne plus faire des faux procès, de ne pas emprisonner les innocents pendant que les coupables sont dehors. On ne peut pas sortir d'une prison moyennant caution et continuer à assumer la fonction. Quand tu payes la caution, ça veut dire que tu es soupçonné. Même s'il n'y a pas eu jeu, mais tu es soupçonné. Tu payes la caution, tu ne peux pas continuer à gérer, à continuer à assumer tes fonctions, à nommer, à gérer de l'argent de la République. Ce n'est pas possible. Quand on fait comme ça, il suffit seulement que le Premier ministre, malheureusement, je sais qu'on ne lui donnera jamais les mains libres. Comme on l'avait dit déjà dès le départ, il n'aura plus jamais les mains libres pour sévir. Il suffit qu'on commence à sévir. Parce que les corrompus au col blanc sont nombreux. Il suffit seulement qu'on mette en branle la justice, on mette en branle toutes ces institutions. Il y en a à peu près 9 ou 8, je ne sais pas combien, de lutte contre la corruption. Que si tout ce monde-là se met debout pour dire, bon, on travaille, et le président a tapé sur la table, je suis sûr que la confiance va y revenir. Voilà. Parce que c'est ce que le peuple attend. Merci Guy-Venant Victor. Le docteur Blanc-Constant et Barapéa, vous parlez tout à l'heure des élections. Ce serait donc l'avant-dernière question, parce que je boucle avec la même question posée à Guy-Venant Victor. Comment les récentes élections, quand je parle des récentes élections de 2021 et les processus démocratiques ont-ils influencé cette dynamique de désamour? Ce n'est pas les élections qui influencent cette dynamique de désamour. Puisque Franck Dila a parlé quand même comment on a triché, selon lui, les élections qui ont creusé encore, on va dire, ce fossé entre la population. Bon, je ne vois pas comment les élections ont créé. Je pense que Franck a questionné la sincérité des élections lorsque j'ai dit, par exemple, que le président 2002 gagne avec 80%, quelque chose comme ça, et qu'en 2009, il gagne avec un score similaire. Et on constate qu'en 2016, il gagne avec 67%. C'est le plus bas pourcentage du président de la République depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2002. Bon, et là encore, ça devait même renforcer mes années, puisqu'on est dans le même système où on triche. Donc moi, je ne questionnais pas la légitimité ou bien la sincérité du vote. Voilà, mais peut-être pour que je sois clair avec vous, nous avons souvent l'habitude d'entendre que les députés, pour la plupart, ne sont pas élus, ils sont nommés. Est-ce que le fait même que ces élections, entre guillemets, soient trichées, ne creuse pas, on va dire, ne suscite pas ce mépris, sinon ce mécontentement populaire à un moment donné, ce processus démocratique qui n'est pas en réalité respecté? Il y a ces éléments, tout à fait normal, qui créent la frustration. Regardez par exemple, vous prenez les députés. Si je prends la partie où j'ai fait beaucoup plus d'observations de la partie nord du pays, la plupart des députés, en réalité c'est le président de la République qui a de dispensation
le dispensateur de leur légitimité. Puisque tous battent campagne au nom du président Sassou. Il dit que moi, c'est le président Sassou qui m'a envoyé. Ça veut dire que lui, mais c'est qu'il ne peut pas gagner. Combien de fois on a demandé aux gens de retirer leur candidature pour faire passer un candidat qui est proche du président pour dire que le président a demandé que dans cette circonscription, qui dit que lui qu'il soit élu. Donc, vous avez des parlementaires, des députés, des élus, que ce soit au niveau national ou au niveau local, qui traînent l'illégitimité, au fait, qui ne sont pas légitimes au niveau de la population, au niveau de la base. Et ça, ils ne sont pas donc prompts à distribuer un message ou bien à faire transmettre des messages qui sont reçus par la population, puis c'est le considèrent comme des usurpateurs. C'est ça le problème fondamental. Le président s'appuie sur qui? Puisqu'il ne peut pas en même temps être présent là-bas, en même temps gérer des histoires à stabiliser l'ordre dans la Déquala, à stabiliser l'ordre dans telle région, dans tel ou tel département. C'est ce que j'appelle le système de suzeraineté, où le président s'appuie sur un suzerain dans un territoire donné, ça peut être dans le plateau. Bon, c'est telle personne qui gère des questions au niveau du plateau là-bas pour harmoniser et tout ceci. Or, la personne est illégitime, plus ou moins congénitale, dans cette configuration. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats? Donc, je pense que le président, je l'ai toujours dit, qui est non seulement un homme politique, mais aussi un général, qui a géré les services, puisqu'il est d'abord officier du renseignement de formation. Il doit savoir que les mêmes hommes qu'il utilise depuis 27 ans sont illégitimes. Et son gouvernement, surtout le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui a battu tous les records de l'impopularité. On n'a jamais vu un gouvernement impopulaire sur le président Sassou comme celui-ci. Et ce qui est curieux ici, c'est que le président s'apprête, Alphonse le disait tout à l'heure, à aller aux élections avec un gouvernement qui a battu tous les records de l'impopularité. Comment on peut expliquer cela? Mais parce qu'il est tenu. Mais y a-t-il possibilité de regagner la bien confiance sûr, du peuple, bien sûr. Vous avec savez, le même système. Vous savez, je crois que c'est l'abbé Seyès qui disait, le peuple, c'était une grosse bête qu'il faut caresser dans le sens du poil. Il suffit de poser des actions. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on vient en 2016, après les élections de 2016, il y a eu le gouvernement, même s'il y avait une ruse qui ne disait pas son nom, bon, nous on comprenait ça. Mais lorsqu'on a balayé les Mvouba, comment vous appelez ça, les Mvouba, les Ntsiba et tout, mais les gens ont applaudi. On a dit voilà, parce qu'il y avait des figures qui ne rassurent plus, et les gens ne veulent plus voir. Dans son gouvernement, il y a des noms qu'on ne veut plus voir. Donc, il faut qu'il prenne la mesure lui-même. Et on peut regagner la confiance. Il y a 2 ans. En 2 ans, on peut encore regagner la confiance. On peut prendre des mesures incitatives pour faire en sorte que le sac de foufou soit vendu à 20 000 ou 25 000. Mais il faut produire plus. Il faut financer la coopérative. Pour faire un champ de manœuvre, c'est 6 mois. Vous avez des trucs. Il y a des trucs, des boutures qui durent 6 mois. 3 mois, 6 mois, 10 mois, vous avez déjà voir des trucs. Donc, vous financez en masse, il y en a, il y a tout ça. Le gouvernement peut subventionner certains produits de première nécessité pour essayer un peu de réduire la tension sociale où les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas ceci. Et regardez comment faire. Vous avez les gens qui pratiquent la thésaurisation. Nous entendons que on a volé tant de milliards sur tel milliard, on a volé telle personnalité. Aujourd'hui, on ne peut pas démontrer la véracité de ça. On peut s'appuyer peut-être sur la rumeur, mais on peut demander à ce que le président récupère ces gens, mettre sur pression, récupère cet argent. Et puis, le président lui-même doit être proche des populations. Regardez, la Constitution lui donne le droit d'adresser des messages à la nation à n'importe quel moment. Nous sommes dans une situation qui nous met, on parle de l'état de la cessation de paiement. Les enseignants de l'université n'ont pas de salaire, ça fait 3 mois. Le CHU n'a pas de salaire, le bureau de transfert de salaire, ça paye tout. Mais le président ne peut pas sortir pour parler lui-même directement aux populations. Il devrait parler, il devrait sortir, comme on a vu pendant la conférence nationale. Lorsqu'il y a eu du bruit, ça fait des paroles dans tous les sens, le président est sorti avec un message d'apaisement. Pour moi, c'est son meilleur discours. Le discours, j'assume. Et ça a apaisé les tensions. Mais aujourd'hui, le président ne parle pas. Bon, c'est son porte-parole du gouvernement qui parle ou qui ne parle pas, je ne sais pas trop. D'ailleurs, un monsieur qui n'est pas aucune langue nationale, je n'ai jamais suivi parler en lingala ou en kituba. Bon, je ne sais pas trop, il parle de gros français, qui n'a compris que par une fois de la population. Et le président devrait sortir pour éclairer davantage. Nous avons vu la sortie du Premier ministre au Sénat. Combien de gens suivent ça? Or, quand il s'agit du message sur l'état de la nation du chef de la République, ou le message à la nation au chef du président de la République, les gens sont devant les écrans. Il doit rassurer et recréer la confiance. Mais il ne peut recréer la confiance qu'en chassant d'autres personnes, c'est-à-dire en éjectant certaines personnalités devenues
encombrante du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernière question, Alphonse Ndongo. Y a-t-il possibilité pour le gouvernement ou sinon le système politique actuel de regagner confiance, de regagner la confiance du peuple? Il existe des outils. Allons sur le plan économique. Si le gouvernement prend la mesure de réduire ses dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on réduit la taille du gouvernement, on réduit les salaires des ministres, on le sait, les ministres gagnent quand même, je tiens à le dire, dans l'espace de la zone CFA, les ministres congolais sont les mieux payés. Les députés sont les mieux payés. Je parle de l'espace franc CFA. Alors, c'est des mesures qu'on peut prendre pour réduire le train de vie de l'État, que les populations sentent que, oui, cette fois-ci, nous aussi, nous allons certainement rattraper, même si ce n'est pas toujours possible, mais qu'on sente quand même que le train de vie de l'État a essayé de diminuer pour faire des économies. Il y a encore des mesures qu'il faut prendre. Constant en a parlé tout à l'heure, mais il faut aller, pourquoi pas, créer un climat de confiance à travers la politique, à travers la judiciarisation du politique. C'est-à-dire que ceux qui sont coupables d'actes de prévarication devraient y répondre, et s'il faut qu'ils remettent ce qu'ils ont pris à l'État, qu'ils le prennent. Même l'abus de biens sociaux devrait parfois interpeller, pourquoi pas, la justice, si elle est vraiment, elle joue le rôle, n'est-ce pas, d'indépendant, en allant demander à quelques ministres, pourquoi pas, autres autorités gouvernantes, d'où vous viennent les importants moyens qui vous permettent aujourd'hui de construire 4, 5, 6 immeubles dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Nous qui sommes de la presse économique, nous le voyons tous les jours, les citoyens aussi, pas seulement nous les journalistes, et cela crée davantage des écarts, dont un écart de confiance qui s'élargit entre les gouvernés et les gouvernants. Autre décision politique, plutôt économique, on peut réduire, pourquoi pas, la présence dans nos ambassades d'un certain nombre de personnes. Il y a un personnel parfois pléthorique dans les ambassades et ça coûte cher. Lorsqu'on sait très bien que quelqu'un qui travaille dans une ambassade devrait gagner au moins 3 millions ou 4 millions de francs CFA. Et ça coûte cher pour des gens qui ne produisent parfois rien du tout. Il faut fermer certaines ambassades même. Oui, donc il faut des mesures, je peux dire vraiment, assez courageuses qui permettent sur le plan économique de rétablir la confiance. Mais aussi sur le plan politique, il est normal que le président aille quand même aux élections avec une équipe de personnes qui peuvent susciter une certaine adhésion, une certaine confiance. Pas tous les ministres ne sont pas, il faut le dire, ne sont pas impopulaires. Il y en a que je connais dedans qui sont populaires. Je ne vais pas citer leur nom, au risque de faire des jaloux. Mais alors le seul problème du chef de l'État, si vous suivez sa façon de gouverner, c'est qu'il n'aime pas trop de grands chambardements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à des remaniements ministériels d'envergure. Ce sera certainement 4 ou 5 personnes et ça n'aide pas le président. Or, aujourd'hui, la situation me paraît aussi plus gravissime qu'elle ne l'était dans les années antérieures, d'où des mesures salvatrices et courageuses de la part du président pour rétablir la confiance avec les populations. Constant le dit très bien, si franchement il y avait une opposition bien organisée, comme nous le voyons, on vient de voir en France, comment est-ce que le Rassemblement national a brûlé la vedette à des partis qui sont souvent reconnus comme assez sérieux. Et si nous étions dans une démocratie où les opposants ont des moyens, les moyens de leur politique, mobilisent des populations sur la base de ce que nous disons, nous dénonçons ici, je crois savoir que le PCT pourrait mordre la poussière à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire son candidat pourrait mordre la poussière, et ne parlons pas des élections, n'est-ce pas, législatives et locales. Donc, il est encore temps, parce qu'en politique, ce qui justifie la force de la politique dans nos pays, c'est lorsqu'il y a de l'argent. Il faut donc que le président, sur ce point, travaille et reprenne, n'est-ce pas, la main pour pouvoir présenter une autre offre politique aux Congolais. Je l'espère que ce sera lui en 2026. Le dictionnaire politique de ce soir va donc se refermer
avec Franck Dilla de la société civile. Mais Est-ce que vous voyez voilà. Mais il se ferme assez difficilement quand j'entends la dernière phrase de mon Est-ce que vous voyez grand-frère. quand même qu'il y a une lueur d'espoir? Non, Est-ce en 2026, j'espère que notre très cher papa, parce que je parle avec respect, passera un peu la main, quoi. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire confiance à... Pour vous, il faut un changement, quand même. Oui, non, mais c'est un peu le mot changement, c'est un peu une alternance, tout simplement. Moi, je parle d'alternance. Voilà, il faut qu'en 2026, on le souhaite, qu'il y ait une alternance, quoi. Il a servi la nation congolaise autant qu'il a pu, et il faut qu'il passe la main en 2026. Je pense qu'on l'a toujours souhaité. Et je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, et aujourd'hui, il faut qu'il passe la main. Voilà. Donc, si moi, je devais clore un peu ce débat, je dirais que vous allez m'excuser de revenir sur ce chiffre-là, mais je pense que pour Constant Ebara, qui est un sociologue, politologue, il doit faire une étude sur ce chiffre de 6-0. Parce que ce chiffre de 6-0 est quand même, montre combien de fois la ressource humaine congolaise n'est pas d'une certaine façon managée de sorte à obtenir des résultats. Mais dans l'ensemble, je dirais, de la société congolaise, dans tous les domaines. Moi, je dis que ce chiffre de 6-0 est le chiffre de trop qui aujourd'hui devrait nous... à la fois sur les questions économiques, parce que j'ai mon frère, M. Alphonse Dongo, qui montre combien de fois sur la question économique, on pourrait sortir les chiffres, hein, grand frère. Mais combien de fois nous sommes médiocres. Aujourd'hui, sur la question du climat des affaires, ça ne fonctionne pas. Sur la question de la valeur qu'on donne aux questions... On est dans les propositions. Oui. Question de la fin, non, mais j'aimerais vraiment que cette question du 6-0 soit étudiée de façon à faire, je dirais, une extrapolation, je ne sais pas si c'est le mot, sur tous les pans de notre vie congolaise, pour montrer combien de fois, quand la ressource humaine congolaise n'est pas managée de façon correcte, d'une certaine façon, elle est médiocre. Mais après, j'aimerais finir sur une dernière chose, excusez-moi. Bolinga Pembo Kanabiso. Botala banda kuwana ya talanga ya dragage wana. Pour pesango na peuple congolais wana ba victime à 4 mars. Voilà. Je crois que le banda kuwana ata binomoko. Botala nenge komi. Très bien, le message est passé. C'est ça, mais son gagner la confiance. Une minute. J'ai l'impression que Franck est en train de s'adresser à la presse, même le parti du travail. Une minute. Parce que je crois l'avoir dit ici, je le dis depuis des années, que rien ne marche. D'ailleurs, même le 6 agents dont vous faites allusion, j'en ai parlé bien avant. Très bien. Moi, j'ai créé la BAF. On a déjà parlé de ce qui ne marche pas, oui. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Je te pose cette question. Docteur, on a déjà parlé de ce qui ne marche pas. Nous aurons un autre débat sur ça. Merci. Rien. C'est le développement par le bas. Chers internautes, vous qui nous suivez sur Téléka Média, vous le faites bien. Merci d'avoir participé par vos commentaires à ce débat. Vous pouvez donc continuer à poursuivre donc cet échange sur notre fil d'actualité, sur YouTube, sur Instagram et TikTok. Merci d'avoir suivi Dictionnaire Politique. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Merci, Fortune. Merci. Merci.